préparé avec amour et fait avec amour. J'ai vraiment pas de voix, les gars, désolé, mais je sens que ça va être... Salut, c'est Thomas Rozek. L'épisode précédent parlait de cinéma, et figurez-vous que celui-ci aussi. Alors vous allez vous dire qu'on a une petite obsession en ce moment. C'est sans doute dû à la période, car le mois de mars, c'est la tradition, c'est le mois de la célébration du cinéma français, c'est le mois des Césars. Enfin bon, depuis l'an dernier, cette cérémonie aux confins de la Gêne, sauvée par le départ flamboyant d'Adèle Haenel, on pavoise un peu moins sur le sujet. Mais passons. Si on attend toutes et tous de voir comment l'Académie refondée des Césars va négocier l'équation périlleuse de cette édition 2021, où il faut à la fois marquer le coup vis-à-vis de l'an passé et gérer les conditions qu'impose la pandémie, nous on avait surtout envie de causer d'un des films en compétition cette année. Pas dans la catégorie la plus exposée, mais dans une de celles qui nous touche le plus, celle des documentaires. En lice, outre l'excellent Un pays qui se tient sage de David Dufresne, auquel nous avons consacré 2 épisodes il y a quelques mois, il y a un autre film étonnant, bouleversant. Il s'appelle La Cravate, tourné en 2017 pendant la précédente campagne présidentielle. Il nous met dans les pas de Bastien qui roule pour le Front National dans le Nord et qui nous force à nous interroger sur notre propre rapport au militantisme et à sa représentation. C'est un des sujets qu'on va aborder dans notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Ceci est l'histoire d'un jeune militant politique nommé Bastien Régnier. J'ai l'impression de lire un livre, mais tu sais déjà tout ce qui se passe dedans. Il était membre d'un parti constitué à l'extrême droite de l'éventail des idéologies. Il avait quelques responsabilités, mais rien de très glorieux, et il avait accepté qu'une caméra s'installe auprès de lui le temps d'une campagne présidentielle. On pense pas pareil, tu le sais bien. Bah oui, je sais bien. On découvrira comment les circonstances poussèrent le jeune homme à s'engager davantage. À ses côtés, on visitera les étages du parti. Bastien, Florian, bonjour. On apprivoisera la rhétorique mise en place pour conquérir l'opinion. Puis on apprendra à identifier les pièges qui peuvent briser une ambition. Ça me fait un peu flipper tout ça quand même. Donc c'est parti. Tout ce que tu nous as dit, on le met dans le film. Ouais. Nos invités, ce sont les 2 réalisateurs de La Cravate, Mathias Théry et Étienne Chailloux, et j'ai commencé par leur demander est-ce que le documentaire, selon eux, est politique ? C'est Mathias qui répond en premier. Pas forcément du tout. Et à la fois, on a vite réalisé au fur et à mesure des films que, quelque part, tout est politique. Toujours. Il y a une dimension politique dans tout ce qu'on va observer autour de nous. Ensuite, à chaque film et à chaque subjectivité, à chaque regard, de décider d'aller creuser qu'est-ce qui est politique dans ce qui nous entoure. Chaque film se positionne et avec ce film en particulier, on a été amené à beaucoup nous creuser la tête sur la bonne distance avec notre sujet, qui est un sujet politique, mais pas que. Étienne ? Moi, je suis toujours embêté avec le mot politique parce qu'il prend énormément de sens. Ma conviction, c'est que tout est politique, comme Mathias l'a dit. À partir du moment où on utilise un média, on va sur le terrain du politique. Donc là, dans La Cravate, c'était le terrain de la politique politicienne. Donc c'était assez évident. Mais on a fait des films précédemment où le politique, il est bien caché, mais il est toujours là. Donc j'ai envie de dire oui à cette question. Il y a une difficulté, moi je trouve, quand on s'attaque à raconter la politique, quand on suit des militants, quand on suit des élus, il y a une difficulté qui est de, vous parliez de distance, de ne pas verser dans une espèce de documentaire animalier, j'ai envie de dire, sur la vie de ces grands fauves politiques, de ce suivi sans regard, justement, d'un suivi assez désinvesti. Comment est-ce qu'on réussit justement à maintenir un regard ? Alors, je pense que là, on est dans un cas où on n'était pas avec des grands fauves. On était avec des petits fauves. C'est-à-dire pas ce qu'ils appellent militants de base. Les 2 personnages qu'on a surtout suivis, ils avaient quand même des petites fonctions de responsabilité au sein de cette section d'Amiens. Donc là, la distance, elle était un peu plus facile, je pense, qu'un film sur un président, un chef de parti à trouver. Là, je dirais que c'est pas tant sur le rapport aux politiques que la distance était difficile à trouver que sur ce rapport à cette idéologie.
d'extrême droite parce que on était avec des gens et on peut facilement oublier l'idéologie quand on tourne au quotidien avec ces personnes. Mathias ? On s'est rendu compte que à la fois on n'était pas en train de filmer donc les grands puissants du parti, on n'était pas en train de suivre au quotidien Marine Le Pen ou Florian Philippot. Donc en faisant un film sur un Bastien, plutôt sur le militant, la question de l'idéologie, elle est plus compliquée puisqu'on sait que c'est pas lui qui la pense, cette idéologie. On est plutôt face à quelqu'un qui se dit « j'ai décidé que ce parti serait mon camp et je l'accompagne un peu aveuglément ». Donc la question n'était pas tant de savoir, de discuter sur le fond du programme politique du FN quand on est avec Bastien, parce que Bastien, lui, il a décidé que quoi qu'il arrive, il le validerait. Donc le débat n'était pas vraiment là-dessus. Alors que si on avait fait un film sur Philippot, on aurait été amené à peut-être plus questionner les choix du programme du parti. Je pense qu'on a été chercher l'idéologie de Bastien. On a essayé de creuser cette idéologie-là et d'aller chercher les racines. À la fois, le film décrit les techniques politiciennes qui sont enseignées à Bastien, et en même temps, on essaie de dépasser cette façade pour aller chercher dans l'intime de Bastien qu'est-ce qu'il a vécu, qu'est-ce qu'il ressent pour avoir envie de s'allier à ce parti précisément. Là où le film réussit, selon moi, à maintenir ce regard que j'évoquais tout à l'heure, et justement à ne pas dépolitiser son regard, c'est justement par son parti pris, qui est donc là où on a l'habitude, là où le regard des gens qui regardent des documentaires politiques est très habitué au no comment, à ces images montées, où en gros, c'est le spectateur qui se crée sa propre narration via ce qui lui est montré. Là, vous avez pris le parti pris totalement inverse, de mettre une narration très importante, avec un texte qui est lu et qui joue même un rôle dans la relation que vous avez avec Bastien, puisque c'est via la découverte de ce texte que s'amorce une autre partie de la conversation. Oui, d'ailleurs, on a essayé de trouver une forme qui soit ni le film d'immersion pure, parce qu'on savait très bien que dans ce cas précis, quand on filme des politiciens, ils sont en train de nous jouer un spectacle, et que si on se contente juste de les filmer, on ne sera que les passeurs du spectacle, mais ni non plus le reportage commenté, c'est-à-dire qu'il y a en effet cette voix, ce texte qui est écrit, mais qui n'est pas pensé comme un commentaire journalistique, mais qui est pensé plutôt comme un roman, mais tout de même en pouvant proposer un texte qui soit un objet de médiation, de discussion avec Bastien. Sachant que c'est vraiment l'objet de ce parti qui nous a poussé à ça. Je ne pense pas qu'on aurait imaginé un dispositif comme ça avec un autre parti politique. Comme c'est l'extrême droite contemporaine qui cherche à masquer les éléments de langage qui pourraient choquer, faire référence au passé, donc de réinventer toute une langue de communication, il a fallu trouver ce dispositif. On le trouve en deux temps. On trouve d'abord cette idée de prendre la parole, de ne pas se contenter de filmer ce qu'on voit, mais d'asséner aux spectateurs notre regard. Et puis la deuxième idée qui vient un tout petit peu après, qui est de le proposer à Bastien, pour avoir, lui, la lecture de comment on le regarde. Et donc de se remettre sur un pied d'égalité, parce qu'on sait très bien qu'une voix off peut être trop puissante par rapport à un personnage, très surplombante, et donc il fallait absolument qu'on puisse dialoguer. On n'avait pas envie de faire un film qui soit la reproduction d'un affrontement de débats politiques. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas que ce soit nous contre lui, mais que comment faire pour que le film soit une forme de tentative d'arrangement, d'entente autour de quelque chose. Et il fallait qu'on puisse montrer aux spectateurs aussi les difficultés de l'entreprise. C'est-à-dire comment est-ce qu'on arrive à faire un portrait de Bastien qui ne pense pas comme nous sans que le film soit un tribunal, en essayant de montrer où est-ce qu'il est d'accord avec nous, où est-ce qu'il n'est pas d'accord, qu'est-ce qu'il pense de notre point de vue sur lui, qu'est-ce qu'on pense de lui. Il fallait que tout ça passe et qu'on arrive tout de même à faire un portrait où le spectateur, au final, se dise « j'ai la sensation réelle d'avoir rencontré Bastien assez profondément », que finalement, ça n'a pas été qu'une entreprise de communication, toute cette affaire. Ce qui est touchant par ailleurs, c'est qu'il y a en sous-texte une réflexion sur le regard qu'on porte et le regard qu'on reçoit, avec ce besoin régulier de Bastien de poser la question de, en gros, comment vous le percevez et comment nous, on le perçoit. Il y a cette question finale que je ne vais pas révéler, mais qui résume un peu tout ça, et ça revient plusieurs fois, où il demande, mais alors, est-ce que ça veut dire que je suis un mec bien, en gros? C'est la question qu'il nous pose plein de fois. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles Bastien a accepté de faire le film,
c'est qu'il se posait très tôt la question de comment est-ce qu'il était perçu par les autres, et il se posait cette question à lui-même, je pense, c'est-à-dire qui suis-je, et que peut-être inconsciemment, en acceptant de faire le film, il avait envie d'aller plus loin pour savoir qui il était. Et c'est pour ça qu'il nous a régulièrement posé la question de comment est-ce qu'on le voyait, et il me semble que c'est une question qui est cruciale aussi du côté du politique, c'est-à-dire que ce besoin de reconnaissance et de validation par son prochain qu'il est quelqu'un de bien, c'est quelque chose que le Front National, le Rassemblement National aujourd'hui, exploite. Le besoin de reconnaissance. On voit que dans le film, Bastien est tiraillé un peu entre deux pôles, le parti et le film. C'est-à-dire que le parti lui offre une possibilité de reconnaissance, lui offre une cravate, un costard, lui fait rencontrer des gens importants, lui donne de l'importance, et ça le flatte énormément. Mais par ailleurs, le film aussi l'intéresse parce que nous proposons autre chose, c'est plutôt d'essayer de faire un portrait très sincère de qui il est, de dépasser les apparences et de dire on va parler de toi vraiment profondément, et ça le touche aussi. Et il va chercher de la reconnaissance aussi avec le film, sauf qu'à un moment donné, dans le film, les deux rentrent en contradiction puisqu'il se met à nous dire des choses qu'il cache au parti. Et au cœur de ça est la question de la reconnaissance et l'envie d'être aimé. Ce qui ne veut pas dire qu'en discutant, on tombe d'accord, ce qui ne veut pas dire qu'on valide les idées des autres, mais qu'on cherche une manière de se remettre à nous parler. Et au cœur de cette relation est la question de la reconnaissance. Étienne ? Non, tu as bien résumé. Je pense que c'est très important ce que dit Mathias sur ce qu'est ce nouveau Front National, quoi. C'est pas du tout faut faire attention, c'est pas du tout le Front National d'il y a 30 ou 40 ans. Il a évolué. Quand on dit les extrêmes se rejoignent, pourquoi il y a des électeurs de Mélenchon qui se mettent à voter au Front National, c'est parce que c'est d'autres mécanismes. Hein. C'est une nouvelle époque. C'est une époque où il y a, comme tu l'as bien dit, hein, des mondes qui veulent plus dialoguer et qui s'ignorent. Et l'ignorance, le mépris, c'est quelque chose qui rend fou, en fait, qui met en colère pas mal d'électeurs du Front National et qui les pousse à adhérer. Hein. Le Front National leur ouvre les bras en disant « Nous, on vous comprend », là où d'autres partis ne veulent pas les voir. Et donc, ils votent pour ce parti qui, par ailleurs, d'après moi, au fond, méprise aussi ses électeurs, puisqu'on a pu constater quand même un énorme écart entre les cadres du parti et les électeurs qui assistaient au meeting. Hein. C'est deux mondes aussi. Hein. D'ailleurs, ça montre peut-être on sent que du coup, le mépris et la colère est un fonds de commerce pour le Rassemblement National, le Front National, qui attire énormément de gens. On a de plus en plus de gens autour de nous qui votent pour ces partis, mais qui votent par un effet de colère, quoi. Alors que, comme vient de le dire Étienne, on sent qu'une fois qu'on creuse un peu au sein du parti, on retrouve un plafond de verre interne. C'est ce que Bastien en fait les frais. Hein. Bastien sent qu'il pense qu'il va devenir quelqu'un dans ce parti, et puis à un moment donné, on l'en empêche parce qu'il ne fait pas partie du bon monde. Il ne fait pas partie des gens assez instruits pour devenir cadre au parti. Je dirais que ce n'est pas que la colère. Hein. Je pense qu'il y a plusieurs moteurs à l'adhésion. Après, on n'est pas du tout politologue ou sociologue, donc je ne sais pas s'il faut qu'on s'aventure là-dessus. Mais je sentais qu'il y a aussi l'angoisse, hein, simplement la peur de plus compter, de ne pas savoir ce qui se passe, d'avoir un monde très compliqué à comprendre, où du jour au lendemain, voilà, les économies s'effondrent, on perd son boulot. C'est-à-dire que pour moi, c'est la compréhension du monde qui crée des phénomènes d'angoisse, qui crée un besoin vers une autorité simple. Voilà, on nous dit de faire ça et on le fait. Et qui pousse à des pouvoirs assez autoritaires, voilà, qu'on retrouve un peu partout, hein, pas qu'en France. Il en est où, Bastien, aujourd'hui ? Vous êtes toujours en lien ? Comment il a reçu, lui, le film et le parcours qu'il a pu faire après ? Il a bien reçu le film. Alors, je pense qu'il y a plusieurs périodes. Et même pendant le tournage, il y avait plusieurs périodes avec lui. Ça se sent d'ailleurs. Un peu du chaud, du froid avec nous en permanence. La sortie du film, qui a été assez courte à cause du Covid, qui a duré 4 semaines à peu près, ça a été un beau moment avec Bastien. Il a adhéré à la sortie. On a pu faire des projections ensemble. On a pu discuter. C'était des moments pour nous assez
compliqué à gérer aussi, parce que quand il est pendant un débat avec nous après le film, faut bien qu'on signifie qu'on ne pense pas comme lui, que Bastien n'a pas participé à l'écriture du film, même s'il a envie de se l'approprier, et c'est normal. Donc voilà, on est obligé de mettre un peu des règles dans les débats, dans nos rapports. Après, on prend des nouvelles régulières, environ une fois tous les mois, tous les 2 mois. Notre relation se passe bien. Mais il est encore très engagé chez Florian Philippot. Et donc, de voir notre Bastien s'activer là-dedans, on est forcément déçu. Et en même temps, on n'avait pas une envie de le changer. Hein. On dit juste, tiens, avec nous, il est capable de franchise, d'essayer de remettre en question plein de choses de sa vie. Mais il continue, voilà, ce militantisme à l'extrême droite. C'est ça. Il y a plusieurs Bastiens, en fait. Il y a le Bastien militant et il y a aussi le jeune homme, qui n'est pas que le militant. Donc, le militant, c'est, comme dit Étienne, aujourd'hui, il est à peu près le même que exactement à la fin du film. Hein. À la fin du film, il a quitté le Front National, mais il se met à coller des affiches pour Florian Philippot. Et des affiches sur lesquelles on voit son visage cette fois. C'est-à-dire Florian Philippot, une fois de plus, lui offre une visibilité. Il devient son visage en grand sur les affiches. Mais il y a eu un autre phénomène tout de même qui a été vraiment provoqué par le film, c'est que Bastien, dans le film, a fait une tentative de dire des choses qu'il n'avait jamais dit et qu'il cachait jusque-là, et en se demandant si ça allait transformer sa vie, s'il allait mieux vivre lui-même. Et là, il s'est vraiment opéré quelque chose. Donc, au moment de la sortie du film, il était assez angoissé, normal, parce qu'il y avait une prise de risque de sa part dans le film, et qui finalement a plutôt bien fonctionné. C'est-à-dire que cette tentative a fait que il nous dit que maintenant, il y a des choses qu'il vit mieux. Je disais, il y a le militant et le jeune homme. Le jeune homme a avancé avec le film et après le film, et le militant en est toujours à peu près au même stade. Et ça, d'ailleurs, on a compris que sur les questions politiques, celui qui gagne, c'est celui qui est sur le terrain. C'est-à-dire que je suis persuadé que si Bastien était entouré par d'autres groupes de pensée, il pourrait se donner à fond de la même manière dans une autre direction. Mais que pour l'instant, ceux qui lui ont mis la main sur l'épaule et qui ont dit « on s'occupe de toi », c'est l'extrême droite. La Cravate, le documentaire de nos 2 invités, il est dispo à l'achat et à la location en VOD sur Canal, Arte, Orange et sur Univers Ciné. Merci à Étienne Chailloux et Mathias Théry pour leurs réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Geoffrey Puitch. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.